Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, manifestation interdite des députés de Yewwi Askan Wi devant l'Assemblée nationale. Les parlementaires ont manifesté dans l'enceinte de l'hémicycle. Ils dénoncent l'incurie et la léthargie notées dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Le législatif est inféodé à l'exécutif selon les opposants. Ousmane Sonko chez le Khalife des Layènes, nous comptons de manière démocratique briller les suffrages dans la paix et la sérénité. Déclaration du leader de PASTEF devant le porte-parole du Khalife. Et puis les casques bleus de la MINUSMA ont rendu un dernier hommage aux 3 militaires sénégalais tués au Mali. Qui sont ces 3 djambars tombés? Élément de réponse dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. 45 questions adressées au gouvernement, 4 réponses seulement reçues. Les parlementaires de Yewwi Askan Wi dénoncent l'incurie et la léthargie notées dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Selon eux, le législatif est inféodé à l'exécutif au Sénégal. Les députés de Yewwi ont manifesté dans l'enceinte de l'hémicycle ce matin. Mamadou Fall. Les députés de Yewwi Askan Wi se sont commencés devant les grilles de l'Assemblée nationale malgré l'interdiction de leur sit-in par le préfet de Dakar pour trouble à l'ordre public, entrave au fonctionnement normal du service public et la libre circulation des personnes et biens. Rassemblement prévu pour dénoncer les arrestations arbitraires mais également une dictature qui ne dit pas son nom. Les députés décident de tenir une conférence de presse pour mieux exprimer leur amertume. Ils disent libre circulation des personnes et des biens. Arrêtez les véhicules. Ce n'est pas de notre ressort. Et vous allez voir à l'Assemblée nationale, ils ont mis toute une armada pour 50 députés qui portent le maillot frappé du sceau de la République. On leur met toute cette armada-là pour leur interdire de parler, de dire que l'Assemblée nationale ne fonctionne pas. Pour eux, l'Assemblée nationale ne fonctionne pas comme il se doit. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, qui est fidèle à son programme de législature, a initié plusieurs actions au sein de l'Assemblée nationale. Ainsi, les membres du groupe parlementaire ont déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, 19 questions écrites adressées au gouvernement, 22 questions orales adressées au gouvernement et 3 questions d'actualité. Sur 19 questions, on a seulement reçu 4 réponses du gouvernement. Mais pire, en violation de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, aucune séance n'a été convoquée par le président de l'Assemblée nationale. Les députés de Yewwi Askan Wi informent les populations que plusieurs de leurs questions écrites n'ont pas jusqu'à présent eu de réponse. Le leader du parti PASTEF chez le Khalife général des Layènes, Ousmane Sonko, a eu un entretien avec le porte-parole du Khalife général des Layènes, Mamadou Lamine Thiaoulaye, a réitéré son appel à la paix devant le leader du PASTEF, un discours d'appel à la paix auquel Ousmane Sonko semble adhérer. Voici les propos du porte-parole recueillis par nos équipes. Le pouvoir relève de la volonté divine. Alors pourquoi vouloir s'entretuer pour quelque chose qui est indépendant de nous ou de notre volonté? La religion musulmane prône la paix. C'est dans la stabilité que tout peut s'acquérir. Alors il ne faut pas se voiler la face. Ce discours est valable pour tous. Pouvoir comme opposition, ça m'est égal. Nous sommes là pour tous les citoyens. Enseigner les bonnes pratiques tirées de l'islam pour la paix et le développement de nos terroirs. Je le répète, la paix, c'est l'arme d'une nation. Rien ne peut se construire dans le désordre et l'instabilité. Nous comptons de manière démocratique briguer les suffrages des Sénégalais dans la paix et la sérénité, a déclaré à son tour Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF.
Le khalife général de Ndiassane s'insurge contre les propos irrévérencieux proférés à l'égard des chefs religieux sur les réseaux sociaux. Message délivré à l'occasion de la rencontre préparatoire de la journée de prière dédiée au fondateur de Ndiassane, Cheikh Anta Diop Seylatir. Le porte-parole du khalife de Ndiassane a profité de cette rencontre pour dénoncer l'excès d'indiscipline des jeunes notés dans les réseaux sociaux. Serigne Abdourahmane Kounta a constaté qu'actuellement le Sénégal se trouve dans une situation où les chefs religieux sont insultés. On constate qu'il y a beaucoup de dérives des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour insulter les marabouts. J'appelle les jeunes à bannir cette pratique pour le respect des chefs religieux. Les parents doivent raisonner leurs enfants car cela est extrêmement dangereux, a poursuivi le porte-parole du khalife de Ndiassane qui déplore le mutisme des hommes politiques. Autour des questions liées à la paix et à la stabilité du pays, doit pouvoir faire l'unanimité dès lors qu'on travaille pour l'intérêt national. Mais je condamne vigoureusement certains leaders politiques qui font dans la menace. Hamza Kounta a dit toute la reconnaissance du khalife Mame Bekay Kounta à l'endroit du président Macky Sall qui, dit-il, a beaucoup œuvré pour le développement de Ndiassane. Président de la République, Serigne bi wax na ni daf ñoo lebal teranga. Le khalife lui est reconnaissant. Le président Macky Sall a beaucoup investi à Ndiassane. Ñi ngi koy fay loxo njukkal ak ngeenel. 108 ans déjà que Serigne Cheikh Bou Mohamed Kounta nous a quittés. Les fidèles vont se retrouver à Ndiassane le 7 mars prochain pour une journée de prière. On s'attelle déjà aux préparatifs pour que cet événement soit couronné de succès. Les défenseurs des droits humains veulent être mieux protégés par la législation, souvent menacés ou agressés dans l'exercice de leurs fonctions. Selon eux, les droits de l'homiste annoncent travailler sur un avant-projet de loi. Ils ont rencontré des parlementaires pour discuter de la question. Fatou Bintou Conté. Il est rare de voir au Sénégal un défenseur des droits de l'homme être sujet à des agressions, menaces et insultes, comme ce fut le cas dans beaucoup de pays. Il n'y a pas d'attaque physique, mais de temps en temps, effectivement, il faut une garantie pour pouvoir travailler en toute liberté. Mais mieux vaut prévenir, raison de la discussion d'un avant-projet de loi pour la protection des défenseurs des droits humains entre parlementaires et défenseurs des droits de l'homme. C'est une loi aussi. C'est une mesure préventive. Déjà travaillé sur un avant-projet. Depuis 5 ans, on y travaille avec des magistrats qui ont un avant-projet de protection des droits humains, bien sûr, qui tiennent compte des lois, des règlements et des valeurs de notre société. En tout cas, pour que cette loi soit adoptée au Sénégal. Et de ce fait, les députés restent très engagés sur cette loi de protection des défenseurs des droits humains afin de mieux leur permettre de mener à bien leur mission dans un environnement sûr. Nous sommes vraiment très engagés à aller dans le sens de travailler avec les organisations des défenseurs des droits de l'homme pour qu'on puisse avoir un texte quand même qui va répondre aux normes quand même sénégalaises. Avec ce projet de loi, un palier décisif va être franchi avec les défenseurs des droits humains. Et puis l'hommage des casques bleus de la MINUSMA aux 3 militaires sénégalais décédés au Mali, cérémonie de levée de corps au Mali en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Alors qui sont ces djambars tombés? Élément de réponse à Alassane Ba. Les familles des victimes sont inconsolables face à cette douleur. Des décès qui ont surpris toute une nation. 3 djambars partis à jamais. Ousseynou Diallo n'aura pas la chance de voir son garçon de 6 mois, Malik Diallo, qu'il a baptisé juste avant son départ au Mali, grandir. Âgé de 26 ans, marié et père de 2 enfants, Ousseynou était le soutien de sa famille. Son papa, un ancien militaire à la retraite, comptait énormément sur son fils qui assurait les dépenses dans leur domicile. Dans l'Observateur, il confiera que c'est une partie de lui qui s'en est allée pour toujours. Le jeune soldat était décrit comme quelqu'un de très discipliné, travailleur et sérieux. Pendant ses congés, il travaillait comme Jakartaman ou ouvrier dans des chantiers de construction. Depuis l'annonce de son décès, c'est la consternation chez sa maison familiale à Kabatoki. Ils ont pratiquement le même destin.
Ousseynou Diallo et Pierre Tamabouban. Ce dernier, qui a aussi perdu la vie dans ce drame, a laissé derrière lui un fils né il y a 2 semaines. Un fils qu'il n'aura pas la chance de voir. Cet enfant, qu'Allah lui prête longue vie, ne verra jamais aussi son papa. C'est toute la population de Tambacounda qui est affectée par son rappel à Dieu. Militaire de la Marine nationale, âgé de 37 ans et membre de la MINUSMA, Pierre est originaire de la région de Kédougou. Travailleur, humble, courtois, engagé et d'une générosité débordante. D'après un de ses amis qui s'est confié au reporter de l'Observateur, il a laissé une femme et un bébé de 2 semaines qu'il n'a jamais vu. Il était à sa 2e mission au Mali. Eugène Idrissa Mengou est la 3e victime. Militaire en service à la Marine nationale et membre de la MINUSMA, Eugène est originaire de Ziguinchor. D'après son ami Claude Michel Sagna qui a laissé ce commentaire sur Facebook, il s'est marié récemment. Merci Alassane. Interdiction de pêche autour des plateformes gazières dans le nord du Sénégal. Les pêcheurs de Saint-Louis invitent les gouvernements sénégalais et mauritaniens à reconsidérer cette mesure. Les pêcheurs veulent des tampons entre les 2 pays. Explication Ousseynou Diop. L'exploitation prochaine du gaz à Saint-Louis inquiète les pêcheurs de la Langue des Braves. Ces derniers ne crachent pas sur cette ressource mais souhaitent que le Sénégal et la Mauritanie discutent pour leur permettre d'avoir une zone tampon. Ce que nous voulons maintenant, c'est que vous trouviez d'autres perspectives. Il faut nous aider à trouver d'autres solutions et indemniser les impactés. Pour les acteurs de Saint-Louis, la pêche et le gaz peuvent bel et bien cohabiter. Pape Mbaye, pêcheur en Dartout. Les 2 pays partagent le gaz. C'est pourquoi nous pensons qu'ils peuvent aussi négocier pour permettre aux pêcheurs de Saint-Louis de pêcher dans la zone mauritanienne en toute tranquillité. Nous voulons qu'ils trouvent une solution pour nous permettre de travailler. Les pêcheurs de Saint-Louis ont exprimé leur crainte par rapport à l'avenir de leur métier à l'occasion d'un point de presse. À l'unanimité, ils ont alerté sur les risques de l'exploitation du gaz si le dialogue n'est pas mis en avant entre les différentes parties. Les pêcheurs sont très inquiets. Aujourd'hui, la solution est simple. L'État sénégalais doit discuter avec la Mauritanie pour trouver une solution définitive. Les pêcheurs de la Langue des Braves demandent aux autorités et à l'exploitant du gaz de les laisser pêcher à une distance assez raisonnable avec la création d'une zone tampon entre le Sénégal et la Mauritanie pour éviter des conflits entre les différentes parties. Restons dans le secteur de la pêche où plus de 20 000 pirogues se déploient dans les zones sénégalaises. 400 000 tonnes de poissons pêchés chaque année. Les experts du secteur plaident pour une meilleure gestion des ressources et pour cela il faut réguler la capacité et l'effort de pêche. C'est un reportage de Fatou Kinedem et Mamadou Diop. Co-gestion des pêcheries ou partage des responsabilités, une approche collective où communautés et acteurs sont impliqués dans les prises de décision. En fait, la co-gestion est très intéressante dans la mesure où elle permet, disons, à l'État d'économiser un peu d'argent. Parce que maintenant, l'État ne surveille plus les mesures de gestion, mais il le fait en s'accompagnant donc des acteurs de la pêche. Mieux gérer les pêcheries, c'est aussi réguler la capacité des pêches. Plus de 20 000 pirogues se déploient dans nos eaux. Vous savez, le Sénégal a des eaux très poissonneuses. Il y a ce qu'on appelle le phénomène d'upwelling avec la remontée des eaux froides qui font que nos eaux sont extrêmement riches. Il suffit qu'il y ait vraiment des initiatives à l'interne et qu'on essaie de travailler sur la capacité, parce qu'actuellement on a une surcapacité de pêche. Quelques 20 000 pirogues donc, se déploient dans nos eaux. Je pense que ça c'est problématique. Également, on a des engins de pêche hyper sophistiqués, les scènes tournantes qui pêchent énormément. Dans ce processus, les femmes doivent être davantage outillées car jouent un rôle capital dans la pêche côtière. Effectivement, ces pays dont vous parlez en général, c'est les pays de l'Asie du Sud-Est, les pays de l'Amérique du Sud. Effectivement, là-bas, on a des femmes pêcheurs qui font des plongées pour aller pêcher. Et malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas ça, mais quand même, on a de braves femmes qui font la cueillette des huîtres, qui font également la cueillette des arches. Et puis l'actualité, c'est aussi cet incendie au ranch de Doli, le secteur Ogo, qui a pris feu, comme vous le voyez sur ces images.
après l'incendie du lundi 13 février 2023 qui a ravagé plus de 1500 hectares du tapis herbacé du secteur Tiaboulis. Jeudi, un autre incendie s'est déclaré au ranch et cette fois c'est le secteur Ogo. Une équipe d'agents des eaux et forêts de Linguère est sur les lieux pour aider les populations à circonscrire le feu. Vers la restructuration de la Poste, le directeur général de la Société nationale annonce un plan social avec des départs volontaires pour redresser la structure. Selon Mohamedou Diaité, la masse salariale de la Poste avoisine les 19 milliards de francs CFA, alors que le chiffre d'affaires est d'environ 8 milliards de francs CFA, d'où la nécessité d'instaurer ce plan social. Le voici avec Chérif Diam. Cette restructuration va passer également par la maîtrise des coûts, notamment la maîtrise des charges salariales, qui aujourd'hui sont à des ratios inconsidérables. Et il faudrait, à l'horizon de 3 ans, d'après nos projections, que nous ramenions ces charges salariales au moins à un ratio de 55% du chiffre d'affaires, au plus. Aujourd'hui, c'est dans l'ordre de 75 à 80%. Aujourd'hui. C'est environ 19 à 20 milliards de francs CFA de masse salariale au cours de l'année. Donc, le chiffre d'affaires tourne autour de 8 milliards. Donc, il y a cette restructuration qui a à faire, il y a le plan social, il y a également la diversification des produits et des services, il y a la digitalisation des process et des nouveaux produits, mais il y a également l'amélioration de la gouvernance. Je ne suis pas là pour dire que certains vont partir, d'autres vont rester. Non, c'est un plan social qui va être adopté de manière inclusive, de manière participative, avec tous les partenaires sociaux, avec l'État, avec les partenaires économiques et financiers de la Poste comme les assurances, pour que ce soit un plan qui soit financé de manière à ce que ceux qui décident de partir retrouvent leur compte dans ce départ, qu'ils ne partent pas pour aller se coucher à la maison, mais qu'ils partent avec un pactole qui leur permette de se reconvertir et de faire autre chose. Santé dans la région de Ziguinchor, les maladies non transmissibles comme l'hypertension artérielle, le diabète et le cancer du col de l'utérus connaissent une constante progression. Pour aider la région médicale à faire face, une enveloppe de 250 millions de francs CFA vient d'être injectée par la coopération luxembourgeoise pour le déroulement d'activités de prévention contre ces pathologies. Voyons tout cela avec Lamine Ba et Lamine Mantiang. L'objectif de ce projet qui intègre Ziguinchor dans sa seconde phase est d'accompagner les populations vulnérables à accéder à des soins de santé de qualité et à une protection sociale efficace. Il se décline en 3 composantes listées ici par Rabi Samb, chargé de projet santé et protection sociale à l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Il s'agit d'abord d'accompagner les communautés pour leur permettre d'avoir l'accès à l'information sur les maladies non transmissibles. La deuxième composante est relative à l'identification de mécanismes endogènes de financement de la santé. Et la dernière composante est relative à l'accompagnement des CDS pour une meilleure veille et un contrôle citoyen et pour leur permettre de savoir les rôles et responsabilités attendus d'eux dans le cadre de la mise en œuvre de leur mission. La région médicale de Ziguinchor, qui va bénéficier de l'intervention du projet, prédit un impact significatif sur la prévention contre les pathologies non transmissibles en constante croissance dans la région. L'impact de ce projet pour nous au niveau de la région, ce sera d'améliorer d'une manière considérable le niveau de connaissance des populations, surtout sur les maladies non transmissibles, mais également la couverture sanitaire universelle et l'intérêt de ces populations d'aller adhérer vers des mutuelles de santé. Ce projet dont la mise en œuvre est imminente et le résultat de la coopération entre le gouvernement du Sénégal et celui du Luxembourg. Mohamed Lamine Thioune, assistant technique au niveau du programme de coopération Sénégal-Luxembourg. C'est un programme de santé qui aujourd'hui va travailler avec l'État du Sénégal autour de 3 grands axes. L'amélioration de l'accès aux soins de santé sur des urgences. L'État du Sénégal voudrait améliorer l'accès à des services de santé de qualité en ce qui concerne notamment les urgences. Le comité régional de développement consacré à la présentation du projet s'est tenu à Ziguinchor en présence des partenaires de mise en œuvre et des services techniques déconcentrés. Merci Lamine.
8e édition du Salon du bâtiment de Dakar. Le coup d'envoi a été donné par le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises au centre des expositions de Diamniadio. Cette année, 170 exposants prennent part à cette rencontre qui, vous le savez, vise à promouvoir les secteurs d'activité. Compte rendu Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Babassamp. Le salon du bâtiment de Dakar s'agrandit. D'autres secteurs d'activité y ont été associés. Cela montre toute la dynamique de notre économie, selon les ministres du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Les gros projets de l'État, mais l'initiative privée, tout ce que vous voyez ici, ce sont des privés qui viennent exposer parce qu'il y a de grands projets, parce qu'il y a une croissance et parce que le secteur privé fait beaucoup de projets dans l'immobilier, dans l'industrie, dans les technologies. Vous avez vu beaucoup de prestataires qui parlent de travaux maritimes sur les questions pétrolières et gazières. Les organisateurs de cet événement qui a réuni cette année 170 exposants envisagent de les organiser distinctement prochainement. On rajoute des nouveaux secteurs. On essaie de promouvoir des nouveaux secteurs dans le pays. Et comme vous avez demandé, oui, alors dans le futur, on compte les organiser séparément, mais il faut du temps. Un salon, ça... Dans un contexte marqué par l'effondrement des bâtiments, Abdoulaye Diouf préconise le contrôle du fer à béton. Des nouveaux emballages qui permettent aux ouvriers, aux industriels d'utiliser les pointes, mais aussi de pouvoir les garder et puis éviter tout ce qui est gaspillage et autres. Donc on a un système assez innovant. Les exposants ont 3 jours pour montrer le savoir-faire dans des secteurs comme la construction, la climatisation et l'électricité. Merci Abdou. Propos polémiques du président tunisien à l'endroit des migrants subsahariens. L'ONG Otra Africa condamne fermement. L'organisation n'exclut pas d'organiser dans les prochains jours un rassemblement de protestation devant l'ambassade de la Tunisie à Dakar. Fatima Touré. Le discours tenu par le président tunisien Kais Saied à l'endroit des migrants subsahariens est qualifié de propos racistes et discourtois, selon le coordinateur du village du migrant et Otra Africa. Il condamne fermement ces propos et demande aux dirigeants africains de prendre leurs responsabilités. Des propos que nous jugeons discourtois, insultants, racistes, à la limite même xénophobes. Au moment où le Maghreb courtise l'Afrique, ce président tient cette déclaration à l'égard des subsahariens, reflète le comportement des fonctionnaires tunisiens à l'égard des Africains dans les aéroports, ce que Otra Africa a toujours dénoncé. Comment un président d'un pays signataire de toutes les conventions internationales sur l'immigration et la protection des migrants peut tenir de tels propos à l'endroit des migrants? Un sit-in est même prévu au niveau de l'ambassade de la Tunisie par ces organisations pour dénoncer le racisme subi par les migrants subsahariens en Tunisie. Nous, en tant qu'organisation, nous avons déjà lancé beaucoup de correspondances et nous avons déjà écrit les organisations internationales, les organisations de droits de l'homme et de protection des migrants pour qu'on puisse entamer des manifestations, à l'occurrence même des sittings devant les ambassades tunisiennes qui se trouvent partout même dans les pays subsahariens. Et donc dans le cadre de la migration, nous demandons aux leaders africains, aux responsables africains de prendre acte, fait et cause par rapport à ça et de réagir à la dimension de cette offense. La Tunisie ne peut plus siéger avec les Africains sur la même table. La situation des migrants en Tunisie devient inquiétante après la sortie du président Kais Saied. L'intervention des autorités doit se faire au plus vite avant que l'irréparable ne se produise, selon nos interlocuteurs. Et on en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de Issar Diop intitulé Les recours dans le contentieux des marchés publics au Sénégal. Note de lecture, Ibou Diouf. Dans cet ouvrage, l'auteur précise qu'au titre des années 2018 et 2019, le nombre de marchés immatriculés s'élève à 6 543 marchés, pour un montant cumulé de près de 3 milliards de francs CFA. Des prestations de fourniture, de services ou de travaux auprès des opérateurs économiques, parfois source de contentieux. Ça fait beaucoup parler.
comment on gère nos marchés publics, les différents scandales qui ont eu à exister, par exemple, sur certains marchés. On en a vu dernièrement avec le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid. Il y avait un chapitre qui concernait les marchés publics. Donc il y a beaucoup de choses. Ces informations montrent tous les enjeux que les marchés publics peuvent représenter pour les opérateurs économiques. Contribuer à doter de ce secteur privé national de tous les outils nécessaires pour aborder au mieux ces recours en termes de commande publique. Ensuite, il y a une autre motivation qui sort peut-être même du cadre spécifique de ce livre et qui concerne tout ce qui est transparence dans les projets publics, transparence dans le droit dans la commande publique. Cela se traduit par un contentieux très fourni avec des règles de forme et de procédure pas toujours bien maîtrisées par les opérateurs économiques requérants. Pour dire que s'il s'avère que dans ces projets-là, il y a des fautes de gestion, il y a des actes qui, on peut les considérer comme étant délictuels, qui ne sont pas conformes aussi bien au droit pénal, mais aussi au code des marchés publics. Outils, d'une part, outils pour notre secteur privé sur la passation, sur l'exécution, en respectant les différentes étapes, et d'autre part, contribuer à la transparence dans la gestion de nos affaires publiques à travers les marchés publics. Les recours dans le contentieux des marchés publics au Sénégal, se livre Issa Ndiaye qui révèle que les procédures de passation des contrats de la commande publique peuvent être contestées devant le juge administratif, que ce juge également veille au respect des principes constitutionnels de la commande publique. Merci Ebou. On en vient à l'actualité internationale et on commence avec le Burkina où l'affaire Thomas Sankara fait toujours la une. Daniel Diouf. Journée particulière entre émotion et colère au Burkina Faso avec les obsèques de Thomas Sankara et de ses 12 camarades tués en octobre 1987. Les obsèques organisées ce jeudi par les autorités. Une cérémonie boycottée par les familles car les inhumations se sont déroulées au Conseil de l'Entente, là où Sankara et ses hommes ont été assassinés. Les 13 cercueils y ont été recouverts du drapeau du Burkina Faso. La cérémonie religieuse traditionnelle et militaire interdite au public. Les autorités ont été représentées par le Premier ministre. Le Burkina Faso, où au moins 12 volontaires pour la défense de la patrie ont été tués mercredi à Belga, dans la région du centre-nord, selon des sources locales. Au Nigeria, à l'approche des élections, les partis politiques et leurs candidats à la présidence ont signé mercredi le 12e accord de paix nationale. Ils promettent non seulement de garantir des élections pacifiques, mais aussi d'en accepter le résultat. Les principaux candidats à la présidence ont signé le pacte de paix au centre de conférence internationale d'Abuja. À 3 jours des élections générales, l'ex-chef de l'État et président du Comité national pour la paix, Abdou Salami Aboubakar, a rappelé les candidats et les partis leur devoir, insistant sur la dégradation du climat électoral durant la campagne. Le Nigeria, où un tribunal a rejeté une action en justice, elle visait à autoriser les Nigérians de la diaspora à voter lors de la présidentielle du 25 février prochain. Le cyclone Freddy, violemment passé dans la ville de Mananjari à Madagascar. 4 personnes tuées sur la grande île de 28 millions d'habitants, selon le dernier bilan donné mercredi matin par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes. Plus de 16 000 malgaches ont été touchés et quelques 4 500 maisons inondées ou endommagées. Des milliers de malgaches avaient été placés préventivement dans des hébergements d'urgence. L'étendue complète des dégâts est en cours d'évaluation. Et puis Haïti, entrée dans l'histoire de la Coupe du monde féminine de la FIFA en se qualifiant pour la première fois pour la phase finale après avoir battu le Chili 2-1 lors d'un barrage intercontinental mercredi à Auckland en Nouvelle-Zélande. Et puis Cannes U20, les Lionceaux ont validé hier leur qualification en quart après la victoire 3-0 face au Mozambique. De bon augure pour les protégés de Malik Daf après 2 matchs dans cette compétition. Lamine Conté, ancien coach du Duc, souhaite moins de changements face à l'Égypte pour ne pas briser la bonne dynamique. Cher Tidiane Diao. Solide, parfois séduisant, les Lionceaux ont validé leur qualification en quart de finale de la plus belle des manières.
Beaucoup de choses positives notées dans la tanière après les 2 premiers matchs. C'est déjà bien. Jouer 2 matchs, marquer 4 buts, ne pas en encaisser, c'est déjà très positif. Maintenant, pour ce qui est des 2 matchs, contre le Nigeria, nous avons eu une réelle opposition et nous avons été par moments même dominés par une bonne équipe du Nigeria qui a mieux tenu le ballon, qui a porté de l'impact physique et qui nous a fait une très bonne opposition. Mais je ne suis pas d'avis comme les autres que c'était pas un très bon match. Au contraire, les gosses ont su contenir, résister et faire face. Et finalement même gagner par 1-0. Le deuxième match, dans la première mi-temps, nous avons eu plus de difficultés parce que les Mozambicains nous avaient laissé le ballon. Et l'habitude de jouer en projection rapide et dans la verticalité a posé des problèmes à cette équipe qui a voulu coûte que coûte faire la passe décisive en sautant des étapes. La qualification déjà assurée, reste à aller chercher la première place du groupe face au pays organisateur, d'où l'importance de maintenir une équipe compétitive. Quand on vient à haute compétition à ce niveau-là, on vient avec des certitudes dans la philosophie de jeu, c'est-à-dire des certitudes tactiques. On vient également avec des certitudes sur le choix des hommes. Donc ça, Malick est arrivé avec ça et je pense qu'il a déjà commencé à bien gérer en faisant les changements idoines contre le Mozambique pour faire reposer Lamine Camara et puis avec la blessure de l'autre Camara, Mamadou Camara, j'espère que c'est pas grave qu'il pourra retrouver sa place. Il faut être dans la continuité et dans la même dynamique. Le Sénégal affronte une équipe d'Égypte au bord de l'élimination ce samedi. Ce sera à 17h, temps universel. La porte de la tanière est ouverte à tout joueur sénégalais qui a le niveau international. Déclaration du sélectionneur national Aliou Cissé à l'occasion du congrès de l'Association internationale de la presse sportive. Le voici avec Cher Sadibou Diarra. Très bonne chose. Je crois que notre combat, c'est de montrer que nous sommes capables et nous sommes capables aujourd'hui d'entraîner nos équipes nationales et nous sommes capables aussi d'apporter des titres à notre pays dans la mesure où nos fédéraux et nos dirigeants nous font confiance. L'équipe nationale est ouverte à tous les footballeurs du Sénégal. Il n'y a pas de distinction entre U17, U20, ou c'est les niveaux qui comptent. Le championnat aussi, c'est les niveaux qui comptent. Et je l'ai dit il y a 2 semaines, je viens de sortir de la Coupe du Monde et croyez-moi, le niveau est autre chose. Et je crois que nous, notre objectif aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète et j'œuvre sur ça, c'est de pousser nos clubs traditionnels, c'est de pousser nos centres de formation à former des joueurs et surtout de pouvoir les amener dans des clubs où ils pourront avoir le niveau justement de pouvoir jouer ces Coupes du Monde-là. Parce que le niveau de la Coupe du Monde, ça ne se joue pas tous les 4 ans. Le niveau de la Coupe du Monde, ça se joue tous les 15 jours et toutes les semaines à travers. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo qui reçoit le docteur Oumar Cissé. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.